bon Dieu, la misère c'est indécrottable, c'est pas pour rien qu'on l'appelle la merde. Tu peux te laver, il t'en reste toujours une vague odeur ou des particules dans les ongles ou dans les plis de la peau. Pire qu'un vidangeur, vacherie de sort. Tu crois te sauver et tu t'accroches toujours à des points d'appui qui foirent et tu retombes plus empanissé qu'avant. Comment veux-tu que le clochard se relève? T'en as qui te boniront. Mais si vous trouviez un petit emploi et que vous mettiez ne serait-ce que 2 francs de côté par jour, ou ça, à la caisse d'épargne, du bidon, oui, il faudrait que tous les clochards mettent chacun 2 francs de côté par jour. Sans ça, t'en trouveras toujours un autre pour te faucher tes 40 ronds, parce que c'est pas parce que t'auras fait quelques heures dans ton petit emploi que tu pourras loger à l'hôtel et fuir les coins où grouillent les clochards. C'est comme ça. Et alors, tiens, pas loin d'ici, t'as des marchands de sommeil qui font fortune en louant à des cloches des carrés dégueulasses où on s'entasse jusqu'à 6 ou 7. Eh bien, quand tu dors, t'as ton copain qui te fauche tout ce que t'as sur toi de moins moche que lui, tes pompes, tes chaussettes, ta veste, si t'as eu le malheur de les enlever pour te reposer mieux. À plus forte raison ton fric, quand tu vas roupiller là-dedans, faut pas posséder plus des 20 ronds que coûte la nuit. Et encore, il est recommandé de dormir que d'un œil. Je te dis, quand t'es en mistouflé, t'as droit à rien, pas plus au relèvement qu'ils appellent qu'au sommeil ou au soleil. Tiens, le soleil, il luit pour tout le monde, n'est-ce pas? Enfin, on le dit. C'est pas vrai. Quand t'as couché dehors, le ventre vide, ou t'as rodaillé de droite et de gauche, le soleil luit pas du même éclat que pour les autres. Ceux qui repuent ont bien dormi. Il s'intercale entre lui et toi, comme un voile. Rien n'est pour nous. Même pas le soleil. Le soleil n'est pas pour nous. C'est Léo Mallet dans les années 30. Un texte évidemment marqué par l'anarchisme de Léo Mallet, cette tendance anarchiste des années 30 que vous connaissez comme d'autres évidemment. Bonjour André Guélin. Voilà un texte de fiction. Vous disiez juste avant l'émission que vous êtes issu d'une école historique où on n'utilisait pas le roman comme matière pour l'historien. Mais voilà, ça c'est une grande lignée. Une lignée de littérature populaire, voire populiste, mais au sens du roman populiste des années 30, L'Hôtel du Nord d'Eugène Daby, qu'on trouve dans ce texte de Léo Mallet, donc le texte de la revanche sociale, de la volonté de se battre contre le sort qui nous opprime, le soleil qui n'est pas pour tout le monde. C'est un texte relativement classique d'une certaine façon, André Guélin. Oui, ce sont des textes classiques et qui nourrissent maintenant nos représentations, par exemple de la pauvreté. Évidemment, c'est un texte un petit peu subtil. Vous avez des grands textes de Céline également. Dans Mort à crédit, il décrit aussi la pauvreté. Il décrit la pauvreté et il nous aide à trouver des repères dans les représentations des hommes de l'époque. Bien sûr, il ne donne pas des renseignements propres à l'histoire, précis, etc., vérifiables ou vérifiés, mais du moins, il nous donne des indications sur la vision qu'avaient les hommes de l'époque d'une certaine pauvreté. Et c'est en cela que le roman, les nouvelles sont essentielles pour construire une nouvelle histoire. Surtout quand on s'intéresse aussi par exemple au 19e siècle, parce que c'est vrai que la question du pauvre au 19e siècle, on la trouve dans tous les grands romans populaires, on la trouve chez Hugo évidemment et dans la figure de Gavroche ou d'autres, chez Zola bien évidemment, enfin chez tous les grands romanciers, chez Eugène Sue. Chez Eugène Sue avec Fleur de Marie, et vraiment là chez Eugène Sue vous avez un condensé dans son roman, qui est paru comme vous le savez en livraison au 19e siècle, un condensé des figures de misère. C'est-à-dire aussi bien l'enfant exploité que la jeune femme pauvre, que la mère misérable, que le vieillard inadapté, et que tout ce monde interlope qui sombre dans les confins de la ville parce qu'ils sont trop pauvres. Mais en même temps, Serge Pogam, bonjour. Bonjour. C'est cette figure du pauvre qui sert à l'écriture, qui sert aussi donc aux romanciers comme une sorte de drapeau de revendications qui peuvent être sociales. Mais c'est une figure totalement construite parce que elle est assez construite, et on va en discuter pendant toute cette heure de discussion et de débat. Assez construite au fil des ans, elle a changé, et la figure du pauvre au 19e siècle, à travers les écrits de Hugo ou d'autres, ou la figure du pauvre au XXe, chez Léo Mallet ou chez bien d'autres auteurs comme Céline, ça n'est pas toujours la même si on a l'impression qu'il y a une sorte de continuité. Oui, alors c'est vrai qu'on peut se retrouver parfois, quand on prend un extrait comme ça, on se dit bah oui, ça ressemble à ce que vivent aujourd'hui les personnes en situation de pauvreté. Quand on relit le mémoire sur le paupérisme de Tocqueville, on voit il y a une vision prophétique de Tocqueville quand il parle du développement de l'assistance ce qu'il appelait la charité légale. Alors c'est vrai qu'on peut être frappé comme ça par l'idée finalement ça a toujours existé. Or quand on regarde de plus près, on s'aperçoit effectivement que les représentations sociales de la pauvreté elles évoluent très très fortement, y compris dans une période historique récente. Elles ont considérablement évolué depuis
une vingtaine d'années déjà. Et puis en même temps, les expériences vécues peuvent aussi varier selon un certain nombre de critères, comme le fait de vivre dans une période où il existe beaucoup de pauvres ou pas. Donc la question des liens sociaux importe aussi. Est-ce que les pauvres sont isolés ou non? Enfin, est-ce qu'on a la possibilité d'être aidé par la collectivité à travers des dispositifs d'insertion ou d'assistance ou pas? Enfin, l'expérience vécue n'est pas homogène à une période donnée de l'histoire, mais elle est a fortiori très très diverse si on compare plusieurs époques historiques. Patrick Singolani, vous êtes sociologue, je l'ai dit en ouverture, et vous avez participé à un ouvrage collectif dans lequel intervient une grande historienne de la pauvreté, en particulier du XVIIIe siècle, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, Arlette Farge. Ça s'appelle Sans visage, l'impossible regard sur le pauvre, sur cette évolution de la figure et la difficulté de la saisir, parce que vous avez travaillé sur le XIXe siècle mais en tant que sociologue, mais aussi sur le XXe. Patrick Singolani. Oui, en fait, je suis frappé aussi par rapport à la logique justement de l'expérience vécue, aussi comment on pourrait aussi envisager les choses du côté des concepts même de cette pauvreté. Je pense par exemple, enfin, je me souviens plus exactement précisément du film, du titre du film, mais je crois que c'est un film de Kaurismäki sur c'est l'homme sans mémoire ou quelque chose comme ça. L'homme sans passé. L'homme sans passé, voilà. Et finalement, on trouve là un élément de fiction où en même temps, j'ai eu le sentiment, mais enfin c'est mon interprétation un peu sur le film, j'ai eu le sentiment qu'on retrouvait quelque chose de la figure marcusienne, justement de l'exclu rédempteur de quelque chose, toute cette figure qui finalement nous disait, et d'ailleurs il y a peut-être eu un certain nombre de films qui tournent autour de ce thème-là, qui nous disaient que la figure du pauvre est la figure de l'humanité, et d'une humanité... Pour ne pas dire la figure de Dieu... oui, si alors bon, évidemment, mais je ne veux pas aller trop loin, mais en tout cas, où se réaliser, s'actualiser une certaine humanité. Alors, par ailleurs, effectivement, ce qui m'a semblé intéressant dans le travail avec Arlette Farge, Jean-François Lahaye et Franck Magloire, c'était, enfin, en tout cas de mon côté, ça a été aussi de revenir sur un certain nombre de modes de conceptualisation, justement, de cette pauvreté. Et notamment, moi-même, j'avais travaillé sur la figure de la prolétaire illettrée chez Auguste Comte, où à chaque fois il y a une construction qui est faite sur le pauvre et qui renvoie, alors là par rapport à Marcus c'est très différent, mais qui renvoie là aussi à un concept et à un certain nombre de présupposés sur l'identité du pauvre. Alors puisque vous avez tendu la perche d'une certaine façon à Claude Gauvard, spécialiste d'histoire médiévale, professeur d'histoire médiévale à Paris 1, avant d'entendre Claude Gauvard, on va écouter une lecture, c'est assez loin de Léo Mallet, mais bon, pourquoi pas, on écoute. Ballade de la vie dolente. Je hais mes jours et ma vie dolente, et si maudit l'heure que je fus né, et à la mort humblement me présente pour les tourments dont je suis fortuné. Je hais ma conception, et si maudit la constellation où fortune me fit naître premier, quand je me vois de tous maux parcenier. Car pauvreté chacun jour me tourmente, par son fait suis haï et diffamé, chacun me fuit, nul ne me parente, les riches voient trop bien en parenté, ceux ont indignation de moi, voire de qui création je suis estré, si suis plus bas que biais, quand je me vois de tous maux parcenier. Hélas, il n'est nul tant sage se sente, ce riche né qui jas soit honoré. Mais d'un homme à 300 livres de rente, tant soit coqueur, chacun sera paré en dissimulation de l'y faire grande inclination. Or, suis pauvre, je vis à grand danger quand je me vois de tous maux parcenier. Eustache Deschamps, c'est un extrait d'un lundi de l'histoire qui était dirigé par Jacques Le Goff en 1978 à l'occasion de la sortie du livre de Michel Molin. Donc, grand livre sur l'histoire de la pauvreté au Moyen-Âge, les pauvres au Moyen-Âge, études sociales, grand moment de l'historiographie de la pauvreté, aussi Claude Gauvard. Et donc, évidemment, Eustache Deschamps, c'est le XIVe siècle, deuxième moitié du XIVe siècle, c'est ça? Fin du XIVe siècle. Voilà, donc ce texte, effectivement, on m'avait tendu la perche, c'est un texte qui montre à quel point la pauvreté est une notion construite liée à la condition humaine à l'époque médiévale,
qui est à la fois comment dire, dans ce texte regretté par le poète, mais en même temps accepté d'une certaine façon comme une situation normale au sein d'une société fondée à la fois sur les pauvres d'une part, les riches de l'autre. Et c'est pour ça qu'il est très difficile à l'époque médiévale de savoir ce qu'est un pauvre. Surtout que, évidemment, l'époque médiévale étant une époque extrêmement longue, entre, mettons, le 8e, 9e ou 10e siècle et puis le 14e dont on vient de parler, il y a une grande différence de conception même, parce qu'entre-temps, il y a les ordres mendiants, tout il y a à fait, il y a les pauvres du Christ, n'est-ce pas, au 12e siècle, qui se continuent par les ordres mendiants, eux-mêmes d'ailleurs étant en leur sein objet de contestation relativement à la pauvreté. Mais sans entrer dans ces querelles qui sont des querelles de pureté, en fait. Qui est plus pauvre que l'autre. Suivre nu le Christ nu. Je crois qu'il faut bien savoir que quand on rencontre le mot pauvre, ou quand on voit la représentation d'un pauvre d'un point de vue iconographique, nous ne savons pas ce qu'est la pauvreté réelle. Nous avons là une pauvreté construite dans le cadre d'une société fondée sur la charité, sur la miséricorde, et sur l'aumône. Sur l'aumône. Et quand le roi apparaît comme tout-puissant, donc à l'époque de Stage des Champs, il aurait pu d'ailleurs, vous auriez pu trouver d'autres ballades où il le supplie comme un pauvre homme, dans une relation de supplication et de subordination vis-à-vis du roi. Donc, superposer pauvre et pauvreté réelle, c'est impossible. Et c'est la raison pour laquelle, et je reviens au point de vue historiographique que vous évoquiez tout à l'heure, depuis 1978, c'est une sorte de silence chez les médiévistes qui commence à sortir de l'ombre, car on a compris qu'il fallait définir des concepts. Nous-mêmes, et ça, les sociologues nous ont beaucoup aidés, je crois, et nous aident beaucoup, qu'il faut définir des concepts, trouver des moyens de mesurer, si vous voulez, la réalité de la pauvreté. Oui, alors tout de même, vous revenez d'un colloque qui se tenait en Autriche à Krems, Claude Gova, qui traitait en partie de cette question de la pauvreté. Oui. Vous dites grand silence historiographique entre la thèse de Michel Mola, dont il faut rappeler qu'elle a été construite avec les travaux de ses étudiants entre 62 et 76, 14 ans de recherche collective, qu'il saluait justement dans l'ouverture de cette thèse publiée en 1978, donc, et depuis donc, et puis surtout les travaux aussi, il faut le mentionner, de Bronislaw Geremek, évidemment, extrêmement important sur les pauvres et les mendiants au Moyen-Âge. Et puis, depuis donc un grand vide ou un grand silence historiographique pour le Moyen-Âge, dites-vous, et un début de redémarrage. Alors, c'est quoi ce début de redémarrage? Alors, écoutez, j'ai essayé avec Pierre Boglioni et Robert Delors, et il y a 2 ans ou 3 ans, nous avons sorti un livre qui s'appelle Le Petit Peuple, qui était l'objet d'un grand colloque international, où on a fait le point, justement. Et vous voyez, le titre est intéressant. On n'a pas mis le mot pauvre. On a dit le petit peuple. Vous voyez, vous essayez de mesurer, parce que, bon, pour nous, le pauvre n'est pas forcément le mendiant. Le pauvre est aussi quelqu'un qui peut être inséré dans la société. Et Deschamps dit bien, surtout, que je reste dans mon monde, que surtout je n'en parte pas. Vous voyez. Donc la mendicité, c'est encore autre chose. C'est un degré de la pauvreté.